bonsoir tout le monde. Merci d'être présent pour cette présentation sur le sujet. Merci d'être présent pour cette présentation sur le sujet de LDB. J'espère que vous êtes encore en forme parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Alors rapidement, à propos de moi, très rapidement, je suis comme je pense beaucoup de monde ici, un dev iOS, même si récemment j'ai fait pas mal de dev macOS, notamment avec Franck. Un peu plus fort. J'ai fait pas mal de dev macOS. Oh, ouais, bon, ça va. J'ai fait pas mal de dev macOS récemment, notamment avec Franck. Donc j'ai pu être confronté à tous ces petits soucis-là avec l'ANS Windows aussi. Et j'ai eu la chance aussi de faire, il y a quelques temps, du dev sur des iPhones jailbreakés. Donc ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses et tout. J'ai beaucoup appris dans cette période-là. Alors, on va jouer un petit jeu, je vais vous montrer des snippets de code et vous allez me dire si c'est des choses qui vous est déjà arrivé de faire. Donc, par exemple, entre deux lignes de code, on a envie de rajouter un gros print pour savoir ce que vaut une variable. On commente un morceau d'une ligne de code en hardcodant une valeur pour l'affecter à une variable. On commente le corps d'une fonction et on renvoie une valeur, encore une fois, hardcodée pour voir comment le programme va se comporter avec telle ou telle valeur. Ou alors aussi, on court-circuite complètement un if pour s'assurer qu'il s'exécute tout le temps, ou à l'inverse, qu'il s'exécute jamais. Si c'est le genre de choses qui vous arrive de faire, alors cette présentation est pour vous. Alors le but quand même, ce n'est pas de complètement changer toutes vos habitudes de debugging. Si vous faites du print-based debugging, ça m'arrive aussi, ça fonctionne très bien, mais bon, je pense que c'est quand même intéressant de garder en tête ce dont est capable LLDB. Et donc le but, c'est, espérons qu'à la fin du talk, vous ayez appris un ou deux trucs, ce serait cool. Moi, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est LLDB, vous connaissez très bien, c'est le debugger par défaut dans Xcode. Il est open source, dispo sur ce repo Git-là. Et comme vous pouvez voir d'ailleurs, le repo c'est LLVM Project, c'est pas un repo dédié à LLDB, simplement parce qu'en fait, il y a besoin d'autres sources pour builder LLDB, parce que ce n'est pas qu'un simple debugger, il peut faire pas mal d'autres trucs. Alors LLDB, c'est un programme en fait comme un autre, donc vous avez peut-être l'habitude à ce qu'il s'invoque automatiquement lorsque vous renez votre projet dans Xcode, mais rien ne vous empêche de l'invoquer directement depuis le terminal et de vous attacher à n'importe quoi. Donc à des process qui sont déjà en cours d'exécution. Vous pouvez en démarrer avec LLDB, mais vous pouvez également attendre que des process particuliers se lancent. Alors attention, si vous voulez vous attacher à n'importe quoi sur votre Mac, il faut désactiver une protection qui s'appelle SIP, System Integrity Protection, et c'est à vos risques et périls parce qu'en ce faisant, vous affaiblissez la sécurité de votre Mac et puis vous perdez quelques fonctionnalités, notamment par exemple sur des Mac avec plus Apple Silicon, la capacité d'exécuter des apps iOS sur votre Mac, parce qu'en fait le système de DRM Fairplay d'Apple ne fonctionne plus. Donc rapidement, petite démo juste pour vous montrer cette capacité. Donc là, je vais le faire dans une machine virtuelle pour laquelle j'ai désactivé SIP, donc il faut passer par le mode recovery, tout ça. Donc Apple décourage vraiment de faire ce genre de choses. Et je peux m'attacher à n'importe quel process. Donc par exemple, je ne sais pas si vous arrivez à voir déjà. Donc je peux m'attacher par exemple au Finder. Et donc là, il processe. Et comme vous allez pouvoir le voir, pas mal de trucs à faire. Voilà, donc là, j'ai interrompu le Finder. Et là, en fait, si je clique sur le Finder, il ne se passe rien parce que le process est interrompu. Et pour le relancer, je fais Continue ou c'est simplement, et hop, il résume. Et là, le Finder est de nouveau accessible. Alors, de la même manière, je peux également, comme je disais, donc m'attacher à des process qui n'ont pas encore été exécutés. Donc là, si vous voyez sur ma droite, j'ai un simulateur. Et je peux même m'attacher à des process dans le simulateur. Donc là, si je fais LLDB, par exemple, on va s'attacher à l'application réglage. Et le nom du process, c'est pas réglage, c'est préférence. Et avec l'option -w, en fait, on peut attendre un process qu'un process se lance. Donc là, si je tape LDB, vous voyez que ça rajoute l'option wait for. Et là maintenant, j'ai mon simulateur qui est fonctionnel, mais si je clique sur l'application réglage, mon LLDB va s'y attacher. Encore une fois, ça c'est possible que sur un Mac avec SIP désactivé. Et donc voilà, et donc là, si je fais continue, au bout d'un moment, là, ça prend un peu de temps sur la machine virtuelle, mais l'application va se remettre à fonctionner comme avant. Donc en fait, pourquoi je vous montre ça? Tout simplement parce que dans Xcode, comme je disais, on a l'habitude à ce que Xcode se lance, Xcode lance LLDB automatiquement à votre projet. Mais encore une fois, si vous avez un téléphone ou si vous avez par exemple la chance d'avoir une équipe QA qui reproduit un bug sur un de vos téléphones et que vous n'étiez pas attaché à la base, rien ne vous empêche dans Xcode, il y a un menu qui permet, donc vous pouvez le faire depuis le terminal comme je vous ai montré, mais aussi via le menu debug ici, vous avez Attach to Process, et là, il est capable de vous lister les process de vos téléphones, de vos simulateurs ou de votre Mac auxquels vous pouvez vous attacher en fait à la volée. Je reviens à ma présentation. Donc, découvrons ou redécouvrons LLDB.
Mais avant tout, la commande peut-être la plus importante qu'on va voir ce soir, c'est la commande help. La commande help qui, donc, comme son nom l'indique, permet d'avoir de l'aide dans votre session de debug. Ça fonctionne un peu comme un man dans le terminal. Donc, en fait, si vous tapez help suivi de rien du tout, ça vous liste comment dire, toutes les commandes à votre disposition. Et si vous faites help suivi d'une commande, donc par exemple help breakpoint set, enfin, d'abord help breakpoint, vous aurez toute l'aide sur la commande breakpoint. Et après, vous pouvez même fournir des sous-commandes, donc help breakpoint set, etc. Et pareil pour Pio. Pio, peut-être que vous connaissez, mais qui en fait, si on tape LPO, il y a une information intéressante qu'on va voir après, parce que c'est pas une commande comme les autres. Alors, premier truc à savoir, très important à garder en tête, c'est une histoire de contexte. C'est-à-dire qu'en fait, quand votre débugger se met en pause, vous allez tomber possiblement dans deux contextes, donc le contexte Swift ou le contexte non Swift. Et le contexte dans lequel vous allez tomber, ça dépend tout simplement du langage dans lequel, comment dire, quand le breakpoint s'arrête, dans le langage dans lequel le code a été écrit pour cette fonction-là. Par exemple, si vous arrêtez avec un breakpoint. Et donc, par exemple, aussi, je ne sais pas si vous voyez le petit bouton pause dans Xcode, quand vous appuyez dessus, avec une stack trace avec un peu bizarre, là, par défaut, vous tombez dans le contexte Objective-C, parce que le contexte non Swift, pardon, qui est le contexte par défaut. Je dis contexte non Swift parce que c'est pas forcément un contexte Objective-C, on peut très bien faire du C ou du C++ dedans. Et donc, quel contexte est le meilleur? Pour moi, c'est clairement le contexte Objective-C parce que le contexte Swift, le Swift étant un langage qui se veut être plutôt safe, il nous met pas mal de bâtons dans les roues quand on veut printer des variables ou des choses. Et donc là, le contexte Objective-C est bien plus pratique. Donc, chose qu'on fait très souvent avec un debugger, c'est afficher des variables. Et là, encore une fois, vous avez pas mal d'options à votre disposition. Vous avez la commande PO, donc peut-être vous connaissez, pour print object. Et en fait, c'est une commande qui est un alias d'une autre commande, qui est un alias de la commande expression, qui permet d'exécuter du code, tout simplement. Et avec l'option ici -o, si vous voyez. -o, en fait, ça signifie object description. Et donc, en gros, LLDB, ce qu'il va essayer de récupérer, c'est la description de l'objet dans le langage dans lequel cette instance de cette classe est écrite. Donc, par exemple, si c'est un objet Swift, ça va récupérer la valeur de custom debug string output, je sais plus comment, debug convertible, je crois. Et si c'est un objet écrit en Objective-C, donc il hérite très probablement de NSObject, et là, ça récupère l'output de debug description. De la même manière, vous avez la commande P qui en fait est aussi un alias de la commande expression, mais sans le -o. Et en l'occurrence, l'output que vous allez avoir par LLDB, c'est LLDB qui la génère. Et en général, ce qu'il fait, c'est qu'il donne une valeur, enfin, il affiche, il dump en fait toutes les properties de l'objet. Et on a une troisième option qui est la commande V, qui elle aussi est un alias de la commande frame variable. Et en fait, on s'en sert plutôt en général quand la commande d'expression ne fonctionne plus, parce que la commande d'expression exécute du code, et donc des fois, pour des raisons X ou Y, ça ne fonctionne pas. Et donc là, en l'occurrence, la commande frame variable est un peu plus fiable, disons, et elle vous donne vraiment la liste de toutes les variables qui sont dans la frame courante, donc dans la fonction dans laquelle vous êtes arrêté. Également, il y a la commande P notamment supporte ce qu'ils appellent les GDB format specifier, qui permettent juste de formater la valeur dans un format particulier. Donc par exemple, avec /x, vous l'aurez en hexadécimal, avec /t en binaire, etc. Et également, chaque résultat intermédiaire, LLDB crée une espèce de variable avec donc, le préfixe $ et suivi de 1, 2, 3, que vous pouvez référencer après au bout d'un certain nombre de commandes. Vous pouvez revenir à un résultat que vous avez déjà calculé. Donc, comme je disais, la commande d'expression, tout simplement, elle permet d'exécuter du code. Et alors, il y a beaucoup d'options, mais celle qu'on utilise le plus souvent, c'est l'option -l, qui permet de préciser le langage en fait, dans lequel on veut exécuter notre code, donc Objective-C ou Swift. Et vous pouvez bien sûr, avec la commande d'expression, donc afficher des variables, parce que c'est ce que fait PO, elle fait juste qu'à rappeler expression, mais aussi appeler des méthodes. Enfin, vous faites peut-être ce que vous voulez, vous pouvez aller sur une vue, appeler setListLayout si vous voulez. Donc ensuite, les breakpoints, de la même manière, je vais vous expliquer ce qu'est un breakpoint. Il en existe de toutes sortes, même si le plus puissant, c'est clairement le breakpoint symbolique, que vous connaissez sûrement. Et en fait, les autres breakpoints beaucoup en tout cas, sont en fait ni plus ni moins que des breakpoints symboliques un peu plus simplifiés. Mais d'abord, pour manipuler ces breakpoints, il existe plein de commandes. Encore une fois, il ne faut pas hésiter à utiliser la commande help breakpoint. Et moi, je vous en ai cité quelques-unes, les plus importantes. Donc, breakpoint list, qui permet de lister les breakpoints que vous avez créés lors de votre session. Breakpoint set, qui permet d'en créer un, avec, encore une fois, plein d'options, mais notamment 3 qui sont intéressantes. C'est dash petit c, qui permet d'ajouter la condition. Donc, votre breakpoint sera déclenché que si cette condition s'évalue à vrai. Ajouter une commande à ce breakpoint via le dash grand C, qui permet d'ajouter une commande. Donc, si vous voulez qu'à chaque fois que votre breakpoint est déclenché, ça exécute une commande.
et dash granger, ou aussi dash auto continue, qui fait en sorte que lorsque votre breakpoint est déclenché, bah, ça continue l'exécution ou pas. Donc c'est la petite case à cocher qu'on peut voir aussi dans Xcode, quand on édite un breakpoint. Et également, si on veut être un peu fancy, dès qu'on crée des breakpoints qui sont super sympas, on peut les partager à ses collègues. Il y a des petits tuteurs comme ça. Et donc, on fait un coup de breakpoint write, on l'écrit dans un fichier, et après, on envoie le fichier à notre collègue, et il fait breakpoint read dessus, et il peut réimporter tous les breakpoints. Alors, derrière ce magnifique slide, pas super beau avec plein d'informations, quelques informations sur les breakpoints symboliques. Donc, je pense que vous connaissez peut-être, vous avez déjà eu UIKit qui vous dit quand AutoLayout se mord un peu, perd les pédales, où il vous dit que vous avez fait n'importe quoi. Bah, dans la console, il vous indique rajoute un breakpoint symbolique avec tel ou tel symbole. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que vraiment les breakpoints symboliques, c'est ultra puissant et on peut vraiment mettre un breakpoint symbolique sur n'importe quoi, sur des méthodes de tous les frameworks que vous voulez. Ou donc, typiquement, par exemple, UIKit ou AppKit, pour écouter, par exemple, le lifecycle des view controllers, ce qui vient de se charger, ce qui vient d'apparaître, etc. Ou même du testing sur UIView ou NSView. Mais même, même avec des fonctions C totalement classiques, hein. Par exemple, avec la fonction getEnv, je ferai peut-être une petite démo tout à l'heure. getEnv, pour rappel, c'est une fonction C qui, comment dire, on lui donne une variable d'environnement, on lui donne une variable d'environnement, ça nous renvoie sa valeur. Et on peut très bien mettre un breakpoint dessus et puis exécuter des choses dedans. Et comme je disais, les breakpoints symboliques prennent tout leur intérêt avec des actions, quoi. Donc encore une fois, la petite démo. Je reviens dans ma VM. Donc là, déjà, comme je disais, donc déjà, la commande help. Donc là, elle vous liste, comme je disais, toutes les commandes à votre disposition. Donc que ce soit les commandes par défaut ou les commandes que vous auriez installées en fait avec des plugins aussi. Et donc, comme je disais, bon, il y a beaucoup de commandes. Si je veux l'aide d'une commande en particulier, je fais help point. Et donc là, j'ai toutes les sous-commandes de la commande breakpoint. Par exemple, clear, name, set, tout ça. Et puis, encore une fois, help breakpoint set. Et j'ai énormément d'options pour agir sur mes breakpoints. Comme j'ai dit tout à l'heure que PO, attends, je vais effacer tout ça. La commande PO qui est en fait un alias, bah, help peut nous l'indiquer. Donc là, ici, pas beaucoup d'infos, mais en tout cas, ici, on a l'information comme quoi PO est en fait un alias de la commande expression avec le dash O. Et si on veut, on peut même avoir l'aide de la fonction L, enfin de L de L. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est on va interagir avec l'application réglage, encore une fois. Moi, je crois que je l'ai liquidé. Non, je suis déjà dans le LDB. Bon, je vais recommencer mon setup. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, pour éviter d'avoir à taper des longues commandes en rouge, je les ai déjà préparées, donc j'ai juste à la copier. Et pour vous la montrer, je vais utiliser TextEdit. Enfin, je l'avais déjà fait. Donc là, je m'assure juste que mon debugger, hop. Voilà. Donc en fait, ce qu'on va faire, on va faire un truc un peu sympa, c'est-à-dire qu'on va essayer, avec un breakpoint symbolique, encore une fois, d'intercepter à chaque fois qu'un view controller apparaît dans l'app. Et donc, pour ce faire, on va créer un breakpoint. Donc là, je vous montre la commande que je vais taper, que je vais coller dans la LDB. Donc breakpoint set pour en créer un. Le symbole, on précise avec -n, mais c'est pas obligé. Mais là, comme la commande est assez longue, on va être clair. Donc là, la méthode que je souhaite intercepter, donc le symbole en question, c'est le viewDidAppear de UIViewController. Donc là, c'est la syntaxe Objective-C, hein. Donc là, le minus, parce que c'est une méthode d'instance, de la classe du contrôleur pour le sélecteur viewDidAppear. Avec le dash grand C que je vous avais expliqué tout à l'heure, on peut exécuter une commande. Donc on va exécuter la commande expression. On lui fournit du code Objective-C. Et là, je vous demande de me croire ce parole, parce que ce n'est pas vraiment le sujet de la présentation, mais le LDB crée en fait des variables automatiquement pour comment dire, pouvoir interagir avec les paramètres qui sont passés à la fonction, donc à la fonction du d'APR. Et en fait, normalement, on est censé jouer avec des registres, mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte, comme la plateforme sur laquelle le code est exécuté, et également le langage, en l'occurrence. Donc là, c'est l'Objective-C. Mais là, en fait, pour nous simplifier la vie, LDB crée des variables automatiquement. Donc $argone, c'est le premier argument. Oui. Le typo, en fait, il s'exécute
quand on est rentré dans la méthode ou juste avant l'appel? En fait, c'est sur le... Juste avant l'appel. Juste avant l'appel. Ouais, on est vraiment genre au début de la fonction, quoi. Et donc là, $argone, ça va être le receiver, donc l'objet sur lequel on appelle la méthode ViewDappear. Donc c'est le viewController qui est sur le point d'apparaître. Et donc les viewControllers ont une property qui se nomme title. Donc le setter en Objective-C, c'est setTitle. Et là, on va lui mettre CocoHeads. Et on veut s'assurer que notre breakpoint, une fois qu'il est déclenché, il exécute automatiquement notre commande. Donc je copie mon breakpoint, je reviens dans ma session LLDB, je colle mon breakpoint. Et là, hop, magie, si je clique sur un viewController, hop, j'ai le title qui est changé. Si je vais dans News, hop, pareil, ça change. Donc là, ça change un peu pour tout. Donc c'est sympa, mais le truc, c'est que, disons que j'ai envie que ça s'exécute uniquement quand je vais dans un viewController en particulier. Donc là, j'ai préparé une deuxième commande qui est quasiment la même. Hop, je vais vous montrer. Donc c'est la même commande. C'est juste qu'ici, j'ai rajouté le petit c que je vous avais dit qui permet de rajouter une condition. Donc là, pareil, $argone, c'est le viewController qui va être affiché. On récupère sa property title et on check. Il y a une méthode sur NSString qui s'appelle isEqualToString et on check si ce title vaut Safari. Donc là, je vais exécuter en fait mon breakpoint que pour le viewController qui a pour title Safari. Donc je vais supprimer mon breakpoint. Il y a moyen de le modifier aussi, mais c'est plus simple de le supprimer. Je rajoute mon breakpoint. Et donc là, hop, si je vais dans Général, mon breakpoint ne s'exécute pas parce que ma condition ne s'évalue pas à vrai. Et si je vais dans Safari, hop, mon breakpoint s'exécute. Donc en fait, c'est un peu ce qu'on voit dans Xcode, mais c'est juste que là, on peut le faire également depuis le terminal et avec une session, n'importe quel process, quoi. Donc c'est bon à savoir. Et puis là, ça montre également qu'avec un breakpoint symbolique, on peut s'attacher à n'importe quoi comme un sélecteur d'un framework dont on n'a pas le code. Alors également, je vous ai parlé de la commande breakpoint read. Donc si là, je fais un petit coup de breakpoint write avec l'option F pour le fichier et que j'enregistre, je sais pas moi, dans dr.txt. Là, j'ai enregistré mon breakpoint. Je peux les supprimer. Donc là, j'ai plus de breakpoint. Je m'en assure avec brlist. Donc LLDB, il y a plein de dans LLDB, il y a plein de raccourcis. Donc en fait, BR, breakpoint, ou B même, c'est presque la même chose, à quelques exceptions près. Donc là, je vais m'assurer que j'ai plus de breakpoint. Effectivement, j'en ai plus. Si je vais dans Safari, il ne se passe rien. Je vais dans Général, il ne se passe rien. Je l'ai enregistré dans un fichier, donc je vais le réimporter. Breakpoint read, ftmp, txt. Hop, il a réimporté mon breakpoint. Je m'en assure avec brlist et mon breakpoint. Et là, si je vais dans Safari, hop, mon breakpoint se réexécute. Et pas dans Général. Également, si vous voulez voir à peu près à quoi ressemble le truc, je crois que c'est du JSON. Voilà. Donc il a juste écrit les caractéristiques du breakpoint dans un fichier JSON. Vous pouvez partager. Voilà, je reviens à ma présentation. Non, c'est Keynote. Alors, il y a plein d'autres tricks avec les breakpoints. Par exemple, il y a ce qu'ils appellent les one-shot breakpoints. Donc, c'est avec l'option -- one-shot breakpoint. Si vous êtes amené à intercepter un symbole qui est appelé très très souvent et que vous avez envie que votre breakpoint soit déclenché qu'une seule fois, vous pouvez mettre l'option -- one-shot. Il y a un truc aussi assez cool, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous mettez des commandes, il faut vraiment mettre n'importe quoi. Donc là, comme on l'a vu tout à l'heure, une expression, mais on peut même éditer des breakpoints, ce qu'on veut. Et donc, si on a envie qu'un breakpoint, ça fait à peu près la même chose qu'un one-shot breakpoint. On peut modifier le breakpoint en question dans lequel on est, et donc on peut très bien faire en sorte que notre breakpoint se désactive lui-même tout seul. Ça peut servir dans certains use cases. Également, si par exemple vous mettez un breakpoint sur du code, et que ce code-là, vous ne souhaitez pas l'exécuter, à votre disposition, vous avez par exemple la commande threadJump qui permet en fait de sauter. En fait, ça va écrire dans le registre d'instructions la prochaine instruction à exécuter. Et donc, vous sautez l'instruction que vous êtes sur le point d'exécuter. Ça peut être pratique, comme je disais tout à l'heure, avec les use cases. S'il y a un morceau de code qu'on ne souhaite pas exécuter, ce truc-là peut nous permettre. Et également, un autre bonus, c'est aussi si vous avez des breakpoints que vous avez créés dans votre session Xcode et que vous souhaitez les réutiliser à travers différents projets, vous pouvez cliquer droit dessus et move to user breakpoint et ils seront disponibles dans tous vos projets. Alors, d'autres commandes, il y en a une qui est intéressante, c'est les commandes images, qui est en fait un alias d'une commande qui s'appelle target modules. C'est une commande assez avancée, mais elle peut être assez pratique pour notamment, par exemple, lister toutes les bibliothèques dynamiques qui sont chargées dans votre process. Et également, faire des recherches sur les symboles qui sont dans ces
ces libs via la commande image lookup. J'avais prévu une démo avec, mais j'étais peut-être un petit peu ambitieux sur le temps. Donc, je vais voir si on a un peu le temps. Bah, voilà. Je vais sauter cette démo pour l'instant. Donc, encore une fois, un magnifique slide avec plein de contenu. Donc, comme je disais, on peut créer des alias, comme la commande PO est un alias de la commande d'expression. Alors ça, c'est Apple qui le recommande. Ils ont fait une démo, c'est un alias qui s'appelle POC. C'est en fait, ils reprennent le PO, mais ils rajoutent un C pour Objective-C. Parce que comme je disais, le contexte Objective-C est bien plus pratique. Si vous mettez des adresses ensuite, tu vas rien comprendre, toi, alors que l'Objective-C, il est assez cool là-dessus, il est beaucoup plus YOLO. Et donc, on peut faire ce qu'on veut. Il montre aussi un autre exemple, on peut même mettre des emojis, pardon. Genre là, un emoji toilette. Qui permet en fait de flusher la transaction. En fait, en gros, si vous faites des modifications avec la commande expression sur des vues, vous êtes obligé de reprendre l'exécution de votre table pour voir le résultat visuel sur votre process. Mais avec cette commande, la set transaction flush, eh ben, on peut rester toujours avec le process interrompu et voir en live ce qui se passe. Enfin, mettre à jour le UI. Et les alias, c'est cool, mais les regex, c'est encore plus puissant. Donc, par exemple, il y a des regex assez cool. Bon, là, on va pas forcément entrer là-dedans, mais par exemple, il y a Ivar, c'est une regex simplement on donne Ivar suivi d'une adresse ou un objet, et ça va nous dumper en fait via la méthode Ivar description qui est underscore Ivar description pour les objets en Objective-C, nous donner en fait un détail de toutes les properties de cet objet. Et là, juste en dessous, c'est encore un autre regex, mais je vais pas parler de toggle view, ça permet juste de toggler une view. Mais je vais vous montrer après tout à l'heure un truc qui fait à peu près la même chose. Toutes ces commandes-là, tous ces alias-là, on peut les mettre dans un fichier LLDB init que vous mettez dans votre répertoire, dans votre home, dans votre répertoire user, avec toutes vos commandes, vos préférences. Là, par exemple, les alias et les regex que j'ai mis, je peux les mettre dans ce LLDB init, et à chaque début de session LLDB, ce fichier va être chargé. Et à noter également qu'on peut en avoir un par projet. Genre, on peut avoir un fichier LLDB par projet, ou si on veut avoir des commandes un peu spécifiques sur un projet sur lequel on bosse, pour customiser tel ou tel aspect, on peut le faire. C'est possible dans Xcode, j'essaie de vous le montrer. Et alors ensuite, il y a un repo qui est super cool, qui s'appelle Chisel, par Facebook. Donc, c'est les gars de chez Facebook qui l'ont fait. Et en gros, c'est plein de scripts Python, parce que LLDB offre la possibilité également d'exécuter via une API Python plein de commandes. Et en fait, ils ont mis à disposition énormément de commandes qui sont super pratiques, qui permettent de faciliter votre flow de dev quand votre process est interrompu. Je vais vous montrer ça. Donc, voilà ce que j'avais dit. Je vais faire une petite démo. Donc, en fait, j'avais un projet. J'ai récupéré le code source d'un projet d'une app iOS qui s'appelle NetNewsWire, qui est open source, qui est en fait un lecteur de flux RSS. J'ai prévu un truc sympa, mais là, je pense que ça prend un peu trop de temps. Genre, j'avais introduit un bug volontairement, on avait essayé de le résoudre, mais peut-être qu'on n'a pas assez de temps. Donc, je vais juste exécuter l'app pour vous montrer un peu à quoi elle ressemble, et puis vous montrer un peu les commandes. Donc, je vous ai par exemple parlé du breakpoint symbolique sur Getamp, donc il est là, il est configuré. Vous allez voir ce que ça nous permet de faire. Donc là, c'est une VM, c'est un peu lent. Et donc là, normalement, je vais être interrompu par LLDB, qui veut bien se lancer. Eh ben, c'était long. Donc là, voilà, je suis avec mon breakpoint symbolique dans Getamp, que je vais éditer ici. Donc c'est une fonction C, vous avez vu que ça peut fonctionner vraiment à n'importe quoi. Et en fait, Getamp, c'est pratique parce que, en admettant que vous souhaitez exécuter des commandes dès que votre app est sur le point d'être lancée, là, en fait, avant même que vous entrez dans votre delegate, Getamp va être appelé un nombre conséquent de fois, et vous pouvez, comme j'avais dit, avec par exemple des actions, désactiver le breakpoint une fois qu'il est déclenché, quoi. Donc là, par exemple, petite démo, par exemple, de toutes les lorsque l'app est démarrée, de toutes les variables d'environnement qu'on peut demander à Getamp. Si je fais ça, donc en fait, je rappelle la fonction Getamp. Ça, le prototype, donc c'est du C. Ça renvoie un char étoile et puis ça prend un char étoile. Et donc là, comme je vous avais dit tout à l'heure, LLDB crée des variables tout seul, donc notamment la variable $argone. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais bref. Et si je fais juste un PO de ça, ça va être une adresse, donc ça va afficher le nom, mais moi je vais le recaster en char étoile pour voir qu'est-ce qui est appelé. Donc là, si j'exécute mon breakpoint, je l'ai modifié.
J'espère que ça va se relancer vite parce que j'aurais pas dû l'interrompre comme ça. Voilà, donc là, en fait, on a toutes les variables d'environnement qui sont demandées lorsque, en fait, à chaque fois que Gaëtan va appeler, on demande cette valeur-là et puis l'OS renvoie telle valeur. Donc vous pouvez voir qu'il y en a un certain nombre, il y a des trucs qu'on est peut-être sûrement pas censé voir, mais en tout cas, c'est possible. Et on peut mettre, voilà, dans notre breakpoint, comme je disais, par exemple, une action, on rajoute une action. Donc là, par exemple, mon breakpoint, il aura l'ID 1. Donc là, je peux faire un breakpoint disable 1. Et là, mon breakpoint, il va s'auto-désactiver tout seul. Donc ça peut être pratique, comme je disais, si vous souhaitez exécuter quelque chose dès que votre process est sur le point d'être lancé. Donc maintenant, j'avais parlé d'autres commandes également, donc je vais juste mettre rapidement le process en pause. Donc là, comme je disais, on a une call stack toute bizarre et on est en contexte Objective-C. Donc là, il y a toutes les commandes dont je vous avais parlé qui sont à votre disposition, par exemple image list, vous en avez parlé tout à l'heure. Vous avez la liste de toutes les bibliothèques dynamiques qui sont chargées dans votre process. Vous pouvez voir qu'il y en a 585, donc il y en a un certain nombre. La commande image lookup, donc qui permet de rechercher justement des symboles. Donc en admettant que je vais chercher view did load. Donc en fait, N c'est pour le nom du symbole et R c'est pour regex. Et là, je fais view did load. C'est pas ça? Non. C'est censé... Je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. À notre disposition, on a également d'autres commandes. Donc, par exemple, la commande BT, c'est un alias de la commande thread backtrace. Donc là, en fait, on récupère la backtrace que l'on a ici, hein, sur le côté dans Xcode. On a la commande frame info, par exemple. Donc là, ça nous donne la fonction dans laquelle on s'est arrêté. Donc là, ici, c'est une fonction bizarre là, de libsystemkernel. On peut en sélectionner aussi dans le terminal. Donc frame select 2, par exemple, et hop, je saute d'une frame. Bon, là, c'est pas très intéressant parce que j'ai stoppé le process comme ça en cours d'exécution. Mais ça peut vous servir aussi si vous stoppez sur un symbole du code que vous avez écrit. Et bon, il y a plein d'autres commandes, mais rapidement, je vais vous montrer là, le projet Chisel dont j'ai parlé. Donc, je l'ai installé sur ma machine. Et donc là, typiquement, il nous offre il met à disposition pas mal de commandes. Par exemple, les commandes pviews. Alors, je sais pas où est-ce qu'elle est. Pviews, voilà, print the recursion description of a view. Et donc, par défaut, ça prend la UI window. Donc, en fait, si ici, je recline et je fais un pviews, ça va me dumper en fait toute la hiérarchie des vues de ma window. Donc, en fait, je peux par exemple au hasard prendre, je sais pas moi, l'adresse de la UI window qui hérite de UI view. Et donc là, si je fais par exemple, Kaizen me rajoute pas mal de commandes, par exemple la commande show ou hide. Donc là, par exemple, je vais faire hide d'une adresse et hop, ma vue mask, je peux la réafficher, show. Disons qu'ici, là, dans la hiérarchie, je vais chercher une icon view. Là, par exemple, j'ai une adresse. J'espère qu'elle est on screen. Et là, si j'ai d'autres commandes à ma disposition, par exemple border, et je tape une adresse. Et là, on ne la voit pas, donc on va mettre une autre, parce qu'elle est peut-être pas on screen. Hop. Celle-là au hasard. Border. Hop. Si la Julia Evans, c'était celle-là, je peux faire border. Donc ça vous permet d'identifier rapidement des vues. Il y a plein d'autres commandes. Hein. Par exemple, il y a Flickr, qui permet en fait de faire clignoter une vue. Donc là, si je prends la même adresse, hop, ça clignote. Ça permet d'identifier rapidement une vue. Si votre UI est très complexe, ça peut vraiment vous aider. Et il y a plein d'autres commandes. Je vous encourage à aller voir la doc, à installer ce projet, c'est super cool. Et ça utilise vraiment l'API Python de l'LDB, qui est encore un autre sujet, mais c'est très pratique. Je reviens à ma présentation. Donc, ouais, comme je disais, il y a plein d'autres choses dans les LDB. Donc, par exemple, process load, vous pouvez charger des libs dynamiques à la volée dans votre app. Les watchpoints, ça, j'en ai pas parlé, mais c'est pratique aussi si vous souhaitez. Je crois que c'est dispo même dans Xcode aussi directement, où on peut observer les écritures qui sont faites sur une adresse en particulier.
Script, donc ça, c'est vous tapez script et en fait, vous pouvez après exécuter du Python dans LLDB. Et il y a plein de variables qui sont exposées par LLDB, comme par exemple LLDB frame, et ça pointe vers la frame courante. Et vous pouvez imaginer tout un tas de setup en écrivant des scripts Python. Plateforme shell qui permet d'exécuter des commandes. Donc, si vous faites un CAD de quelque chose, vous pouvez l'exécuter dans votre terminal. Swift L-check, ça c'est une commande qui a été rajoutée récemment. Ils en parlent dans une session DubDub sur LDB. Si par exemple, comme je disais, vous faites des commandes expression et que, je sais pas, pour une raison historique, ça marche. Des fois, ça marche jamais avec Swift, des fois, surtout récemment, les tools sont des fois un peu broken. Vous faites Swift L-check et en fait, en gros, ça va écrire dans un fichier de log, comment dire, pourquoi ça a échoué et donc, peut-être qu'il n'a pas trouvé une telle lib et tout. Les sources que vous essayez de faire, enfin, le code que vous essayez d'exécuter, il ne comprend pas en fait de quel type c'est. Et donc là, il vous donne un peu les erreurs. Et il y a plein d'autres trucs. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation. J'en profite aussi, une petite vidéo sympa. C'est une interview par Lex Fridman de John Carmack. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas John Carmack, c'est un dieu de la programmation. Et donc, qui n'a rien à voir avec le monde iOS. Lui, de base, c'est un développeur de jeux vidéo qui a fondé le studio id Software. Donc, c'est un peu le père des FPS, Wolfenstein 3D, Quake, Doom. Et donc, si vous avez joué à un Counter-Strike ou un Half-Life ou un Call of Duty, il y a peut-être du code à lui dedans. Et parce que le code source de pas mal de ces projets ont été mis open source. Et il détaille un petit peu dans cette vidéo rapidement quel est son setup. Et il dit qu'il utilise énormément les debuggers et que à chaque fois, ça l'étonne que dans la Silicon Valley, certains, en tout cas, ils ont beaucoup à apprendre des devs un peu à l'ancienne comme lui, qui utilisent beaucoup le debugger. Et il dit, ceux qui disent je lis juste mon code et j'exécute dans ma tête, lui en tout cas, John Carmack dit non, your head is a faulty interpreter. Donc, utiliser le debugger, c'est vraiment pratique et c'est très, très cool. Voilà. Bien, salut la vidéo. Ah oui, puis pour les sources. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? C'est quoi souvent les hypothèses qui expliquent pourquoi c'est si mauvais l'expérience de LDB depuis que Swift est arrivé? En fait, c'est quoi les raisons sous-jacentes, à son avis, qui expliquent ça? Alors que c'était super sur Objective-C. Je pense que c'est parce que, comme l'a dit un peu mes intervenants juste avant moi, le Swift est en constante évolution. Donc, je pense que, comme j'avais vu aussi au début du slide, c'est buildé avec Clang, et donc il suffit que des fois c'est buggé, tout simplement. Et j'explique pas trop pourquoi avec Swift ça décolle autant. Alors récemment, ça s'est un peu amélioré parce que justement, ils mettent à disposition des nouvelles commandes. Et en fait, c'est parce que dans LLDB, il y a principalement deux aspects. Il y a l'aspect debugging et l'aspect plutôt exécution de code, donc Swift et Swift, Objective-C, C++, etc. Et en fait, en fonction du mode dans lequel vous vous situez, ça ne va pas utiliser les mêmes composants. Donc par exemple, si on utilise frame variable, comme j'ai montré tout à l'heure, là, ça utilise purement les fonctionnalités de debugging du debugger. Et à l'inverse, quand tu utilises la commande expression, alors là, il se doit de compiler le code et de le comprendre, etc. Et donc, effectivement, là où en Objective-C, ça n'a pas beaucoup changé récemment, ils ont pu bien parfaire leurs outils. Alors qu'en Swift, c'est toujours buggé. J'espère que dans la prochaine DubDub, ils vont améliorer ça. Mais... Et qu'en fait, c'est un peu APO, whatever, qui ne trouve pas. Ça, on n'est pas en train de. C'est à cause. Il faut. Pardon. En fait, ils ne trouvent pas les variables, des fois, ils ne trouvent pas les variables locales. C'est en fait, avant l'interprétation. Enfin, je comprends que c'est plus dur de compiler, parce qu'il y a en gros cette compilation live qui fait quand on fait une expression. Je comprends que ce soit peut-être un peu dur. Mais comme remplir les variables locales. Swift a changé un truc fondamental. Il y a un truc spécial dans Swift qui est. Peut-être que les tools sont aussi plus fragiles parce que justement, comme j'ai dit dans la commande avec la commande Swift L-check, justement, c'est une commande qu'ils ont rajoutée très récemment parce qu'ils ont dû se rendre compte qu'effectivement, l'expérience de debugging était un petit peu détériorée récemment depuis l'arrivée de Swift. Et ils expliquent des fois dans cette session-là, justement, développeurs, donc c'est celle-là, la session 412, je crois, Advanced Debugging with Xcode and LDB. Non, peut-être pas, pardon, c'est une toute récente, la DubDub DC22, Debug Swift et Debugging with LDB, où en fait, ils expliquent que, en fait, des fois, même quand on incorpore des libs dans notre projet, elles peuvent influencer un peu notre par exemple, je sais pas, on incorpore Firebase, et Firebase peut détériorer même l'expérience de debugging d'une frame de votre code à vous. Il le dit ça, et en fait, en gros, des fois, on ne s'en rend pas compte, mais quand tu utilises du code, ça peut des fois interagir avec du code qui provient d'une autre lib.
Et pour peu que celle-là n'a pas bien généré ces fichiers des SIM et tout ça, voilà, et donc là, ça fonctionne très bien. Merci. Oui. En fait, des fois, on a des cas de crash où le LDB lui-même, il crache. Et du coup, Ouais. on n'a pas moyen de savoir ce qui se passe. Est-ce que dans ce cas-là, il y a un moyen genre, d'arrêter le programme juste avant que le LDB crash, juste pour savoir ce qui se passe pour résoudre le problème? Alors, est-ce que vous parlez de l'alerte, là, où des fois qui apparaît dans Xcode, où il dit LLDB n'a pas su lancer, peut-être ça, non? Non, c'est en cours d'exécution du programme. On a une alerte qui dit que le LLDB il va cracher, et du coup, le débugage il s'arrête. Bah, bonne question. Des fois, en fait, il arrive que LLDB, en fait, de la façon dont il fonctionne, quand il s'attache au process pour une raison X ou Y, ça ne fonctionne pas. Donc, des fois, ça arrive, bah, peut-être, je ne sais pas si vous avez eu à le faire parfois, de débrancher votre téléphone et le rebrancher. Parce qu'en fait, c'est dû à la nature de comment ça fonctionne LLDB sur le téléphone, avec un process qui s'appelle debug server. Et des fois, c'est buggé. Donc là, en l'occurrence, la seule solution qu'on a, c'est de soit reboot le tel, soit le débrancher. Après, il y a vraiment, des fois, comme je disais tout à l'heure, des fois, l'expérience de debugging qui est vraiment un peu déconnante. Quand on tape un simple PO ou une simple expression, il y a des messages d'erreur qui apparaissent. Et là, ça peut être dû à beaucoup de soucis. Et la commande Swift L-check, qui a été rajoutée récemment, peut aider à débugger ça. Elle écrit dans un fichier de log qui est écrit dans TMP. Les raisons pour lesquelles telle commande n'a pas fonctionné parce qu'il a essayé d'importer tel truc et il n'a pas réussi. Donc, mais comme je disais, c'est devenu très fragile depuis Swift. En Objective-C, il n'y a pas tellement ces soucis-là. Quand tu développes un programme, tu as l'habitude plutôt d'utiliser l'interface d'Xcode pour interagir avec LLDB ou la console directement? Est-ce que l'interface est complète d'Xcode ou est-ce que tu as accès qu'à une partie finalement des commandes de LLDB? L'interface Xcode est plutôt complète. Ouais, il y a quasiment, en fait, disons, les fonctions les principales qu'on est amené à utiliser. Néanmoins, quand on fait, comme je disais au début, je fais pas mal de dev Mac récemment. Et bon, on peut le faire également dans Xcode, mais des fois, quand on veut vraiment, alors, je sais plus pour quelle raison, j'avais besoin de un peu savoir comment fonctionnait tel ou tel, comment dire, c'était le control center. Voilà, je voulais jouer avec les transparences du control center parce que l'app sur lequel on travaillait devait essayer de reproduire le look du control center. Et donc là, là, il n'y a pas le choix, il faut utiliser le terminal. Mais après, la plupart du temps, l'interface de Xcode est suffisante. Mais bon, c'est quand même bien de voir cet aspect-là aussi depuis la console, parce qu'en fait, on a énormément d'options en plus, où on peut vraiment être très précis sur ce qu'on veut targeter. Et là, on peut le faire que depuis le terminal. C'est ça, là, elle aide beaucoup. Oui. Le truc de Facebook, là, je sais plus comment ça s'appelle. Chisel. Ouais, ça peut t'aider aussi au niveau design, pour faire le design ou pas? Ouais, pourquoi pas. C'est en fait surtout ça, avec Swift UI, ça perd un peu d'intérêt parce que avec les previews et tout, on peut développer beaucoup plus rapidement. Mais avec des projets qui sont un peu complexes où à chaque fois on peut pas se permettre de rebuilder constamment et de perdre 5 minutes juste pour changer la couleur d'un label ou sa position. Alors là, dans ce cas, c'est très pratique. Et ouais, il y a des sessions de dub où ils s'amusent à le faire en terminal, où ils bougent des views, tout ça, donc ça peut servir. Il y avait un soft tiers qui est un peu, depuis qu'il y a l'éclaté de la vue, là, qui s'appelait Reveal. Voilà. Et ça, c'était pas mal pour justement le debugging de vue et pouvoir directement changer des valeurs pour certaines vues et utiliser le passé. Ouais, je connais bien ce tool, effectivement. C'était arrivé avant qu'il y ait le view debugging dans Xcode. Je crois que le gars qui l'a développé est maintenant chez Apple. Et enfin, je crois ce qu'on m'avait dit. Et puis ouais, là, en fait, ça demande aussi un effort là, du développeur qui doit, charger la lib de Reveal dans son process pour pouvoir après utiliser leur tool à eux qui offre plus de fonctionnalités que le view debugger de Xcode. Donc ça demande un effort de setup à faire, quoi. Mais il est très cool. En fait, du coup, on ne peut pas implémenter le Reveal avec les LDB avant de répondre. Enfin, je ne sais pas si c'est possible ou pas. En fait, pourquoi installer le SDK quand on dirait que de dehors, le développeur peut très bien interrompre, se mettre dedans, choper la mémoire, et puis relancer, et puis hop, il est connu, il a chopé tout le données qu'il a besoin. Il y a quelque chose qui aurait empêché Reveal d'être codé sans SDK. Non. On ne peut pas invoquer le DB comme on veut, tout à fait Moi, je pense qu'en fait, surtout là, ce qu'il voulait, c'est. Ouais, peut-être que c'est possible. Ça aurait été peut-être possible avec Python, tout simplement, avoir un tool qui
qui en fait utilise juste comme fait Chisel, quoi, mais pour interagir avec l'interface. L'avantage, c'est que du coup, aussi, c'est compilé dedans. On attache directement le process à travers le SDK plutôt qu'en fait de devoir à le faire. C'est vrai, et puis en plus, du coup, on accède aussi au layer de l'application, dans le process. Alors quand on a les DB, choper les layers pour faire un rendu à côté, pour faire une qualité 3D, il faut quand même choper tous les data. C'est ça. Donc, peut-être qu'il y a des problèmes de comparaison. Et étant donné un breakpoint, on pourrait exécuter une commande et on pourrait exécuter un fichier en fait, directement avec plein de commandes, ou c'est possible ça Exécuter un fichier, c'est-à-dire faire en fait une liste de commandes. Ah d'accord. Oui, c'est possible dans Xcode déjà, on peut ajouter plusieurs actions. On peut le faire également depuis la ligne de commande, en rajoutant par exemple plusieurs -c, où il y a même une commande qui s'appelle breakpoint commande. Et là, on peut lister toute une liste de commandes. Et avec l'API Python, là, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. On peut importer d'autres modules Python si vous voulez, et puis exécuter. Il y a plein de trucs, hein, genre. Là, par exemple, moi, comme j'avais dit, il y a pas mal de commandes. Hein, donc, par exemple, avec la commande plateforme shell, exécuter un truc c'est shell, je crois. Hello Kokolaya. On peut vraiment exécuter ce qu'on veut. J'ai même vu des scripts où, genre, qui peuvent appeler, par exemple, imaginons qu'on crée un alias qui s'appelle Stack Overflow, et on peut faire un open Stack Overflow, on peut ouvrir on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de sandbox et tout ça. Si on fait, peut-être si vous faites des connexions réseau, ouais, c'est possible. Mais bon, faut pas non plus. Voilà. Est-ce qu'on a une dernière question? C'est bon. Merci Adam. Merci.